l'actualité. Cogeco Nouvelles. Jeudi 8 septembre, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Un étudiant a été atteint par balle ce matin dans une école secondaire du Texas et 2 tireurs seraient toujours en fuite. C'est ce que rapporte le bureau du shérif du comté de Brewster. Les étudiants ont été évacués vers 9h30 ce matin. Il y aurait toujours un tireur actif à l'intérieur des murs de l'établissement. Selon des médias locaux, un élève a été atteint par balle, un autre se serait suicidé. Un policier aurait quant à lui été blessé par un tir ami. Nous aurons plus de détails au cours de nos prochains bulletins. Chez nous, on attend toujours de savoir quelle sera la redevance payée par Uber au gouvernement du Québec. Il s'agit d'un des détails importants de l'entente survenue in extremis hier dans la nuit entre les deux parties. Philippe Vincent Foisy, le gouvernement promet de les rendre publics prochainement. Le ministre des Transports, Laurent Lessard, a indiqué qu'il va y avoir un plafond de 50 000 heures par semaine au Québec pour les chauffeurs d'Uber. Ensuite, les redevances vont augmenter. Il va aussi y avoir un 7 sous par course qui va être collecté en plus de la TPS et de la TVQ. Le ministre Lessard a toutefois refusé de donner des détails sur les redevances. En fait, le montant de la redevance, quand on va le rendre public, là, c'est par volume, puis au-delà d'un certain volume, c'est des pénalités pour que le modèle au-delà du 50 000 maintienne. Par 3 grammes. Les chauffeurs d'Uber n'auront pas à se munir d'un permis de taxi pour leur voiture qui va les restreindre à une zone, dont les coûts peuvent aller jusqu'à 200 000 $, par exemple, à Montréal, mais ils vont devoir avoir un permis de conduire de la classe taxi, vont aussi se soumettre à une inspection de leur véhicule et à la vérification des antécédents judiciaires. Uber évalue en ce moment les impacts de cette entente. Merci Philippe Vincent. Au niveau des réactions maintenant, les chauffeurs de taxi qualifient l'entente entre Québec et Uber de trahison. Julie-Christine Gagnon, le syndicat, va consulter ses membres aujourd'hui pour voir la suite des choses. Les quelques 22 000 chauffeurs sont en colère, dénoncent le projet de loi signé in extremis entre Québec et Uber. Ils ont perdu totalement confiance envers le gouvernement et dénoncent le fait de ne pas avoir pris part à cette négociation. Ils ne croient pas au système de redevance pour l'industrie du taxi et se demandent comment Québec pourra contrôler le plafond de 50 000 heures. Pour le président du syndicat, Benoît Jugan, il sera difficile de retenir ces chauffeurs. On peut l'écouter. Comment contenir les chauffeurs, les propriétaires qui à tous les jours sont dans la rue, qui perdent des revenus et de leur dire, écoutez, on a encore confiance dans le gouvernement. Si on veut avoir confiance dans le gouvernement, il faudrait peut-être que le gouvernement soit à l'écoute des besoins de nos chauffeurs et de nos propriétaires. Certains chauffeurs à qui j'ai parlé veulent carrément cesser d'offrir certains services comme le service de transport adapté. Merci Julie-Christine. Soulignons que le porte-parole de l'industrie du taxi, Guy Chevrette, sera au micro de Benoît Dutrisac dans les prochaines minutes au 98.5 FM. Des usagers du transport en commun de partout au Québec dénoncent la dégradation du service et les promesses non tenues du gouvernement dans ce domaine. Et Philippe Bonneville, même le nouveau réseau électrique métropolitain de la Caisse de dépôt et de placement est loin de satisfaire ses intervenants. Oui, appuyé par l'Alliance pour le financement du transport collectif, ces usagers interpellent le nouveau ministre responsable du dossier, Laurent Lessard, afin qu'il mette rapidement en place de nouvelles alternatives de transport en commun efficaces et abordables. On juge que l'offre de transport en commun stagne ou se dégrade actuellement, tout ça alors que le nombre de véhicules augmente de 80 000 chaque année dans la province et le réseau électrique métropolitain qui sera construit par la Caisse de dépôt ne concerne qu'une minorité de citoyens et ne changera absolument rien selon Christian Savard, porte-parole de l'Alliance. On a un grand projet, le REM, qui est l'espèce d'arbre qui cache la forêt, qui permet de dire au gouvernement actuel, ah oui, vous voyez, on fait quelque chose en transport collectif. 1 million de Québécois utilisent le transport en commun selon l'Alliance. Merci Philippe. Et SNC-Lavalin admet avoir versé des contributions illégales au Parti libéral du Canada et au Parti conservateur du Canada. Dans une entente publiée ce matin par le commissaire aux élections fédérales, la firme confirme avoir versé près de 118 000 $ entre mars 2004 et mai 2011 aux politiciens fédéraux. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. La météo est une présentation de Sept-Îles Subaru du 299 Boulevard Nord. Beau temps, mauvais temps. Optez pour des valeurs sûres. Durabilité, sécurité et performance. Bénéficiez du légendaire système de traction intégrale symétrique à prise constante de Subaru et du moteur Boxer Subaru. Faites-en l'essai chez Sept-Îles Subaru. Pur FM. Météo. On a 11 degrés présentement à l'extérieur à Sept-Îles. Ça s'annonce que ça reste nuageux. Il y a également des possibilités d'averses cet après-midi. Maximum 12 degrés pour aujourd'hui. On parle d'averses également, donc 5 mm de pluie aujourd'hui, des vents de 20 km/h. Pluie intermittente ce soir, la nuit prochaine et demain également. Pur FM 94.1. Jusqu'à 13h, Côte-Nord.
Et bon jeudi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. C'est Jean Saint-Pierre qui est avec vous à l'animation de cette émission Côte-Nord Attitude. Ce jeudi, je suis en compagnie de Tommy Auger de TV Cogeco TV. On le met dans quel sens, là? Cogeco TV maintenant. Cogeco TV. Ben oui, c'est Cogeco TV maintenant. Bon, sais-tu commencé la saison, là? Ton émission branchée, ça s'en vient, quoi? La première, c'est fait? T'es presque. C'est Connecté. Ouais, et c'est la semaine prochaine. Notre saison officiellement débute le 12 septembre et moi, ma première diffusion, comme c'est toujours les mercredis 18h30, eh bien, ça se fera le 14 septembre. Bon, ça fait que là, t'étais d'une semaine de planning. Toi, ton retour était assez mollo, là, côté de la télévision. C'est plus en radio qu'on rentrait dedans. Oh non. Assez rapidement. Oui, rapidement, mais à la télé, on a beaucoup de préparation aussi. On a des promos à tourner, on a des enregistrements à faire. Ce matin, je tournais ma première émission là, de Monsieur le maire vous répond, qui va être diffusée dans à partir de lundi prochain. Donc déjà, là, on se lance en grand. Arrête donc, ça me semble que ça a été assez tranquille, la politique municipale cet été. Il n'y a pas grand-chose à l'ordre du jour avec le maire, non? Oh non, ça... Vous avez parlé du déficit de vieux camp à fête, je ça, les pitbulls, plusieurs choses. À suivre, donc. Et cette première diffusion, tu me dis que c'est la semaine prochaine aussi pour le maire. Ouais, tout commence. Le maire, c'est lundi et connecté mercredi. C'est un beau petit concept, ça, monsieur le maire vous reçoit. Est-ce qu'on s'est pas inspiré de quelque chose qui se fait à Montréal? Avec quelqu'un qu'on a en visite chez nous lundi, monsieur Denis Coderre, le maire de Montréal, qui sera avec nous. Il sera avec nous à Côte-Nord Attitude également sur l'heure du midi, même s'il est en conférence le midi. On va enregistrer le matin, mais vous allez pouvoir entendre une entrevue avec Denis Coderre, le maire de Montréal, lundi à l'émission Côte-Nord Attitude. Pour aujourd'hui, on va d'abord parler, Tommy, du marché immobilier qui vit probablement là sa pire année, la pire année de l'histoire de cette île au niveau des transactions immobilières. Actuellement, il y a plus de 200 maisons à vendre à cette île et peu d'acheteurs, semble-t-il. Je pense que toi, tu l'as vécu récemment, tenter de vendre une maison mobile au Parc Ferland. Là, c'était pas facile en 2015. Non. Ça l'est pas plus en 2016. On a les statistiques avec monsieur André Richard. Il est évaluateur immobilier. Monsieur Richard tient des statistiques depuis une bonne quarantaine d'années à Sept-Îles-Port-Cartier, mais aussi à Havre-Saint-Pierre, Bécomo. On va regarder la situation même jusqu'en Haute-Côte-Nord. Très peu de transactions. Une année catastrophique, nous dit monsieur Richard. En direct vers 12h25, on s'entretient avec le maire d'Anticosti. Tommy, on va pouvoir se mettre à jour, hein? Pas mal de choses qui se passent à Anticosti ces jours-ci. Exactement, là, dans les dernières semaines, il y a eu une marche là de 115 km là, par une dizaine de marcheurs là, pour un peu là montrer tous les beautés de ce territoire-là. On apprenait récemment qu'une chargée de projet a été engagée là pour travailler sur le dossier de faire reconnaître l'île d'Anticosti comme patrimoine de l'UNESCO. On parlait là cet été, au début de l'été, de relations avec les Inuits, donc les Inuits, les chefs Inuits et les maires qui manifestaient là pour les droits d'Anticosti. En tout cas, beaucoup de dossiers de ce côté-là. Donc on essaiera de faire une mise à jour avec le maire d'Anticosti, John Pinault. Voilà, vers 12h25. Également, je me suis entretenu hier avec le président directeur général de la compagnie Tudlik Énergie. On se souvient des gens de Tudlik, hein? Ils sont venus nous voir à cette île, entre autres, une rencontre avec la Chambre des commerces l'an dernier. Donc, Tudlik relance un peu son projet de desserte maritime de la Côte-Nord en gaz naturel liquéfié à partir du puits Bourque en Gaspésie. Ça progresse. La compagnie a besoin de clients, par contre, chez les grandes industries, dans la grande industrie sur la Côte-Nord. On s'entretient avec monsieur Laurent Abaciello, président directeur général de Tudlik. Et on se garde un petit quelques minutes pour parler de sport à la fin de l'émission. On va le faire assez souvent. Le jeudi, on sait qu'il n'y a pas d'émission Côte-Nord Attitude le vendredi. Et ce midi, c'est avec Johan Blaney qu'on va s'entretenir. Écoute, ce jeune homme de 23 ans, natif de cette île, étudie en éducation physique à l'Université Laval et s'est trouvé un poste d'entraîneur adjoint Bantam 3A. Tommy, t'as pas joué jusqu'à du Bantam 3A, j'ai jamais joué au hockey, mais je sais que c'est un gros niveau. Oui, il est avec un ancien coach de la Ligue junior majeure du Québec, plusieurs anciens joueurs également au sein de l'équipe d'entraîneurs avec le séminaire Saint-François à Québec. Ouais. Ça, c'est l'endroit là où on concentre les sports-études. Là. Toutes les grosses équipes, Pee-Wee 3A, Bantam 3A et majeur, Bantam 3A, relève.
Il y a même une équipe dans la Ligue Midget 3A du côté du séminaire Saint-François de Québec. Alors vraiment une belle opportunité pour Johan Blaney qui s'intéresse au métier d'entraîneur. Il étudie en éducation physique, donc c'est tout à fait dans le domaine. Donc on va s'entretenir avec lui en fin d'émission vers 12h50. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes à Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. On va en parler plus en détail dans quelques instants, mais avec plus de 200 maisons à vendre et peu d'acheteurs, cette île connaît une année catastrophique en 2016 au chapitre des transactions immobilières. C'est tout le marché immobilier de la Côte-Nord qui connaît sa pire crise depuis 1981. Les statistiques de vente de maisons en août confirment la morosité tant à Bécomo, Port-Cartier, Sept-Îles que Havre-Saint-Pierre, avec seulement 82 transactions en 8 mois en 2016 à Sept-Îles, 21 à Port-Cartier et 3 maisons vendues seulement à Havre-Saint-Pierre jusqu'à maintenant en 2016. Les tendances du marché suivent le cycle de l'économie régionale durement touchée par la chute du prix des métaux dans le monde. Donc, on en parle avec le spécialiste André Richard dans quelques instants. Puis comme on n'est pas capable d'avoir l'information sur toutes les sirènes qu'on entend, qu'on voit passer sur le boulevard L'Or, une ambulance qui vient de partir vers l'est et un char de police également. On n'a pas des détails pour tout de suite. Envoyez-nous. On a d'autres nouvelles, Tommy. Mais si vous savez de quoi il se passe, là, gênez-vous pas, écrivez-nous sur notre page Facebook Pure FM 94.1. Les funérailles de Frédéric Descostes se tiendront à Sept-Îles lundi après-midi à l'église Marie-Immaculée. Rappelons que le pilote d'hélicoptère de Sept-Îles est décédé dimanche après que son appareil ait heurté des fils électriques reliant le Québec et le Nouveau-Brunswick. Fred Descostes était passionné par son métier selon des amis qui témoignent leur sympathie sur les réseaux sociaux. 2 enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports ont superviser les opérations d'extraction des eaux de l'épave de l'appareil dont le crash a causé 2 décès, le pilote Fred Descostes et le chanteur Bob Bissonnette. Après les premières constatations sur place, le BST a décidé d'effectuer une enquête détaillée sur les circonstances de l'accident survenu près de Campbellton. Les conclusions pourraient prendre quelques mois avant d'être rendues publiques. Il y a la récolte de bleuets dans la région de Sept-Îles qui se poursuivra cette année jusqu'au 20 septembre. Le mûrissement des petits fruits de la Côte-Nord s'avère un peu plus tardif que dans le passé pour cette saison. Selon Denis Picard de la bleuetière Bleu Nord de Galix, la cueillette s'annonce excellente sur la Côte-Nord. Par contre, le prix versé aux producteurs de bleuets est beaucoup plus bas que l'an dernier. La Côte-Nord prend une place grandissante dans l'industrie du bleuet sauvage avec 4600 hectares de forêt aménagée en bleuetière sur la Côte-Nord. La production régionale a doublé en 10 ans. Selon Denis Picard, la Côte-Nord a la ressource nécessaire pour l'implantation d'usines de transformation du bleuet. On pourrait en mettre une ou deux, je vous dirais peut-être une à Sept-Îles, une dans le coin de Bécomo, puis ça revirait à plein. Là. Les bleuetières, ça pousse tellement rapidement. On est rendu dans des millions de livres qui fait ici. Ça prend quelqu'un qui est capable de dire, bon, moi j'ai 10 millions à injecter, sans avoir fait une scène encore. Ça prend les reins solides. Si on veut une usine nord-côtière, je suis pas certain que les producteurs sont assez gros pour être capables d'injecter 10 millions, à moins que le gouvernement s'en mêle. Les 5 millions de livres de bleuets récoltés l'an dernier sur la Côte-Nord ont principalement été acheminés dans une usine de congélation et de transformation à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean. Après près de 160 médecins pratiquants en région au Québec sont réunis sur la Côte-Nord, le 12e congrès des médecins d'urgence en région débute ce matin au Escoumins. Des médecins de la Côte-Nord, du Grand Nord, de la Gaspésie et de l'Abitibi discutent de leurs conditions particulières, souvent dans de petites salles d'urgence avec une équipe restreinte. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Prochain bulletin Côte-Nord sur les ondes du FM 94 vers 16h30 sur nos ondes. Dans quelques instants, on s'entretient avec André Richard des évaluations immobilières. Richard, on a toutes les statistiques concernant les transactions immobilières jusqu'à présent en 2016 et dans l'histoire pour notre région. Entrevue avec M. André Richard dans quelques instants. Attitude.
Bonjour, j'aimerais avoir un beau bouquet de fleurs bien garni. Avec plaisir. C'est pour un baptême, un mariage? Ah non, c'est pour mon agent d'assurance. Ah ben, Tulipe. Vous êtes avec Wawanessa, hein? Nous autres aussi, on les aime assez. On a doublé notre chiffre d'affaires grâce à eux. Je gage qu'ils vous en faites économiser. Grâce à la nouvelle protection du bon dossier conducteur, votre dossier ne sera pas pénalisé suite à un premier accident responsable. Appelez-nous ou faites votre soumission en ligne dès maintenant à wawanessa.com. Wawanessa, la grande assurance à petit prix. Tu as 16 ans et plus, tu veux augmenter tes capacités en lecture, en écriture et en calcul à ton rythme et ce, en petits groupes. C'est le temps de t'inscrire. Le Centre Alpha Lyra est là pour t'aider et nous sommes présentement en période d'inscription. Pour information, viens nous voir au 460 Place du Commerce ou téléphone au 88 968 98 43. Alpha Lyra est là pour toi. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. On va parler du marché immobilier à Sept-Îles-Port-Cartier sur la Côte-Nord. Là, c'est les statistiques qui viennent de sortir confirment un peu la morosité économique qu'on vit dans notre belle région. Monsieur André Richard est évaluateur immobilier dans notre région et suit le marché de très près depuis plusieurs années d'ailleurs. Bonjour Monsieur Richard. Bonjour Monsieur Saint-Pierre. Ça fait vraiment plusieurs années que vous faites ce métier-là. Vous connaissez le marché immobilier de la Côte-Nord sur le bout de vos doigts, hein? Ah oui, ça ressemble à ça parce que oui, après 40 ans là, d'existence, là, effectivement, j'en ai vu des murs et des pas murs. À chaque mois, M. Richard nous envoie dans les médias là, un peu un portrait de la situation des transactions réalisées au cours des derniers mois. Si on regarde la situation à Sept-Îles-Port-Cartier, au mois d'août, là, les plus récentes statistiques disponibles, ça indique rien de bon. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de transactions, même depuis le début de l'année à Sept-Îles-Port-Cartier. Oui, hélas, oui, effectivement, parce qu'on se retrouve avec 82 transactions officielles qui ont été enregistrées au registre foncier. 82 transactions en 8 mois. En 2016, c'est vraiment une mauvaise année. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu ça à cette île. Effectivement, la conjoncture économique fait en sorte qu'on peut pas se faire autrement et la situation est probablement bonne, effectivement. Puis chacun vous le dira, là, dans quelques domaines que ce soit, là, commercial, résidentiel, effectivement, c'est pas la bonne année. Ça fait vraiment 3 ans qu'on peut dire que ça va mal du côté de cette île. Là, si on regarde en 2015, il y avait 182 maisons vendues à cette île en 2015. 2014, ça a été l'année la plus faible avec 179. 2013, 181. Là, ça va être probablement 2016 l'année la plus faible des 20 dernières années finalement. Hein? Oui, effectivement, on espère que c'est le fond du baril puis qu'effectivement, on connaîtra plus jamais une mauvaise année comme ça parce que en espérant évidemment que les années de vache-casse s'en viennent comme ça on a déjà eu à cette île. Quand on regarde vos statistiques, les transactions sur le territoire de la Côte-Nord, souvent ça suit le cycle de l'économie, le cycle de l'industrie du fer, malheureusement, parce qu'on est un petit peu mono-industriel dans la région quand même. C'est ce que j'appelle effectivement un marché d'escalier parce que on monte pendant quelques années, après ça, on redescend. C'est vraiment cyclique notre contexte économique à cette île et dans la région. Là. On est à la merci, en fait, des marchés là, mondiaux. On peut pas faire autrement que d'être en réaction avec tout ce qui se passe dans le monde. Là. J'ai l'impression que la situation est pire du côté de Port-Cartier et encore pire du côté de Havre-Saint-Pierre. Quand je regarde vos statistiques pour Port-Cartier, en moyenne, là, il se vend normalement 70 à 80 maisons dans une année. Là, il y en a seulement 21 de vendues en 2016. Oui, effectivement. Là, c'est presque un marasme, effectivement, là, de voir ça aujourd'hui. C'est le contexte économique qui fait ça. Là, puis encore pire, comme vous disiez, là, effectivement, à Havre-Saint-Pierre, là, avec juste 3 transactions dans toute l'année 2016. Ça, c'est loin d'être florissant. Eux autres aussi en arrachent et effectivement, ils ont hâte de sortir la tête en haut de l'eau. Là. Ça devient difficile, en tout cas, à supporter parce que les gens sont habitués, à Havre-Saint-Pierre, entre autres, à avoir une économie qui est assez florissante parce qu'ils sont, dans le fond, ils sont un peu le pôle d'attraction de la région comme telle, la Méganie. Pour eux autres, vivre ça présentement, là, c'est catastrophique, dans le fond. Ouais, du côté du Havre, c'est aussi l'industrie minière hein, qui est pas là pour supporter comme elle l'était dans le passé. Si on vient à cette île, là, ça signifie quoi? Les gens qui ont des maisons à vendre, là, j'en voyais encore plusieurs, entre autres, sur la rue Arnaud hier soir, en allant prendre une marche. C'est un marché d'acheteurs présentement. Là. L'avantage n'est pas du tout à ceux qui veulent vendre leur maison. Oui, absolument. Oh, effectivement. C'est pour ça que ceux qui veulent vendre absolument puis qui veulent quitter la région, il faut définitivement qu'ils fassent des concessions puis qu'ils baissent les prix parce que sinon, ils vont rester collés avec puis ou envisager
envisager à la rigueur de louer peut-être leur propriété pendant qu'ils s'absentent un certain temps, puis va se revenir dans la région. Le scénario est pas trop difficile à constater. Là, c'est que il faut nécessairement qu'ils baissent leur prix pour arriver à avoir une belle transaction. Oui, mais c'est pas nécessairement ce que le monde font, Monsieur Richard, là, parce que je regarde le prix moyen à Sept-Îles en août 2016, 226 700 $. C'est le prix moyen des maisons, des 14 maisons qui se sont vendues au mois d'août chez nous. J'ai l'impression que les gens font pas beaucoup de compromis sur le prix quand même. Ça se vend un petit peu plus bas que l'évaluation municipale qui est quand même assez récente actuellement. Oui, c'est un très bon constat, effectivement. C'est ça qui est assez incompréhensible d'une certaine façon parce que il y a encore des maisons à 300 000 et 400 000 qui se vendent à cette île-là. Il y a encore de ces gens là qui sont capables, en tout cas, d'envisager d'acheter ces propriétés-là à gros prix. Effectivement, il y a ces maisons ou ces propriétés qui se vendent à gros prix. Il y en a d'autres qui sont obligés de vendre à prix un peu plus dérisoire parce que soit que c'est une succession qui en a pris de la possession ou qu'effectivement, ils veulent absolument quitter cette île. Fait que là, ils vendent à prix un peu plus réduit. Mais effectivement, là, on dirait que le marché essaie de se maintenir à un niveau qu'il a déjà connu, mais c'est vraiment impossible parce que le contexte ne permet pas ça. Là. Effectivement, il y a des gens nécessairement qui sont obligés de vendre à rabais parce que sinon, ils vont rester collés avec, ça c'est sûr. Mais le marché, quand même, dans les derniers mois, là, on pensait peut-être qu'à l'été, je ne sais pas si on va se rattraper à l'automne, là, parce que 82 maisons, la moyenne c'est peut-être de 250 en moyenne par année à cette île. Normalement, les bons mois de vente, c'est l'automne, quoi, le printemps. Souvent, on enregistre ça après l'année scolaire aussi, là, les ventes chez le notaire. Oui, d'habitude, normalement, c'est le printemps qui donne l'accent dans le fond, si le marché va être bon ou pas. Là, c'est vraiment au printemps qu'on voit là, l'effervescence, puis le goût de transiger, puis de faire un mouvement quelconque. Passer, par exemple, de la maison mobile à la propriété unifamiliale. C'est là qu'on voit le mouvement le plus possible. En automne, non, les gens ont plus l'idée de la rentrée scolaire, puis les fêtes qui s'en viennent. Non, effectivement, c'est pas les bons mois, là. Donc, c'est clair qu'on se dirige vers une année catastrophique pour 2016. Monsieur Richard, vous n'avez pas de boule de cristal, vous non plus, hein? Il y a rien dans les statistiques du passé qui nous permet de prédire l'avenir non plus. Non, mais comme je vous disais, c'est cyclique, notre affaire. C'est que on espère que 2017 va nous apporter un lot un peu, en tout cas, tout au moins, plus positif là, pour la prochaine année, mais c'est ça, on espère. Dans le fond, c'est un peu ça le contexte. Là. On est obligé d'espérer d'avoir une meilleure année l'année prochaine. Ce serait quoi votre conseil là, comme évaluateur, comme analyste responsable, personne qui suit de proche le marché immobilier, aux gens qui ont des maisons à vendre, c'est d'être patient, quoi? C'est le conseil que vous pourriez lui donner? Oui, je pourrais. Oui, si effectivement, ils peuvent se permettre là, d'attendre encore un an ou deux, là, s'ils peuvent se permettre d'attendre, c'est sûr que le marché va reprendre. Ça, c'est inévitable. Puis, il y a quand même des projets là, qui sont sur la table qui devraient normalement, en tout cas, éclore dans la prochaine année ou en 2018 au maximum. Dans le fond, on l'entend parler à gauche et à droite. Il y a des gens qui ont des projets en tête puis qui esquissent certaines affaires, puis ils peuvent pas rendre ça public pour l'instant, mais effectivement, ils se trament des choses dans les coulisses. Peut-être que la Société de développement économique de cette île pourrait vous en dire davantage, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en projet qu'on devrait connaître, en tout cas, soit l'année prochaine ou en 2018. Là aussi, l'autre contexte, c'est évidemment, on est un peu peut-être à la merci du mondial. Si nos valeureux Chinois pouvaient effectivement revenir aux anciennes années où il y avait besoin effectivement de notre aluminium, puis de notre fer, puis de nos différents métaux, on pourrait repartir peut-être sur des meilleures bases. Ça, effectivement, on peut pas le deviner pour l'instant. Oui, notre premier ministre Justin Trudeau était sur place en Chine dans les derniers jours. J'espère qu'il aura passé le message qu'on a dû faire à vendre sur la Côte-Nord. Oui. Ceux à qui c'est à l'avantage, la situation actuelle, peut-être en terminant, M. Richard, c'est les gens qui voudraient acheter. On peut le dire clairement, c'est le bon temps, puis tout est négociable. Quelqu'un qui veut acheter, un couple qui veut s'installer ou s'implanter à cette île, je pense que le timing est bon, comme on dit. Absolument. Ah oui, effectivement. Ceux qui veulent
veulent transiger présentement, là, oui, allez-y gaiement. Si vous avez les fonds nécessaires et vous voulez vous installer dans une nouvelle propriété, allez-y, oui, gaiement, parce que c'est le temps ou jamais. Vous travaillez partout sur la Côte-Nord, vous êtes en route vers Tadoussac présentement. Est-ce que Bécomo, Forestville, Tadoussac, on sent des signes de reprise ou c'est la crise partout sur la Côte-Nord, là? Oui, c'est pas mal la crise un peu partout. Oui, autant à Forestville qu'aux Escoumins. Puis je vais aux Escoumins, puis là, c'est une reprise de finances que je vais aller voir. Là aussi, un peu partout sur la Côte-Nord, il y a des reprises de finances. Fait que ça aussi, ça dénote qu'il y a un contexte qui est mauvais, là, puis que effectivement, on est obligé de vivre avec ça. Là. C'est le même contexte un peu aussi à Bécomo. Quoiqu'à Bécomo, dans le fond, ils peuvent toujours se dire, ben, nous autres, on vend nos propriétés un peu moins cher. Ça fait que on est plus accessible, dans le fond, à plus de gens. Fait que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont plus de transactions que nous autres à cette île. Oui, c'est peut-être surprenant, d'ailleurs, hein, la comparaison. D'habitude, cette île et Bécomo, ça se compare assez bien, mais dans le prix moyen des ventes de maisons, c'est toujours pas mal moins cher à Bécomo. Exact. Oui, effectivement. C'est pour ça que il y en a, évidemment, qui préfèrent ça, parce qu'ils peuvent au moins accéder à la propriété à moindre coût. Et pourquoi pas? Et effectivement, pour des gens qui commencent dans la vie, des fois, c'est merveilleux d'avoir une opportunité comme ça, puis après ça, de s'envoler, puis de faire d'autres projets, puis d'améliorer même. Parce que ce qu'on voit aussi dans ça, c'est que quand les gens peuvent acheter à moindre coût comme ça, ben là, des fois, ils investissent en rénovation, en transformation. Ça fait que faire rouler l'économie aussi pour les gens qui font de la rénovation. Monsieur André Richard, je rappelle que vous êtes président, directeur des évaluations immobilières Richard et Associés. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à la radio aujourd'hui. Ça fait plaisir, M. Saint-Pierre. À la prochaine. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Venez au magasin Sears de Sept-Îles pendant les incroyables aubaines pour le foyer. Épargnez sur un vaste choix de gros appareils ménagers Kenmore et de grandes marques à d'excellents prix. Profitez aussi de la promotion de matelas et sommiers non assortis. Ensemble matelas sommiers à ressort à partir de 359,99 $. Ensemble matelas sommiers spécialisés à partir de 1899,99 $. Et n'oubliez pas la garantie de parité des prix Sears pour les matelas et les appareils ménagers. Si l'article est moins cher partout ailleurs, nous réduirons leur prix de 10 %. Des offres incroyables et de gros rabais à votre magasin local Sears seulement. Profitez de chaque journée. L'offre prend fin le 14 septembre 2016. L'automne, on a plein de choses à lesquelles penser. La rentrée scolaire, les repas, les lunchs, le ménage, sortir promener le chien. Mais pour les vêtements, pas besoin de vous casser la tête. Fiez-vous aux spécialistes, le nettoyeur Sept-Îles. Faites confiance à Michel et Nathalie Ross pour vos vêtements personnels ou pour vos vêtements de travail de niveau commercial ou industriel. Pour vos besoins en nettoyage à sec et buanderie, rendez-vous chez Nettoyeur Sept-Îles du 303 Boulevard L'Or. Vos meilleurs amis du nettoyage. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Comme on va se mettre à jour concernant l'information du côté de l'île d'Anticosti. On a au bout du fil le maire, M. John Pinault, qui depuis qu'il est en poste, mon Dieu, l'île n'a jamais été aussi présente dans l'actualité, dans tous les médias. On en parle presque à tous les jours, même dans les débats des candidats du Parti québécois cette semaine. On parle d'Anticosti partout. M. John Pinault est au bout du fil. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à vous. Alors, on parle beaucoup d'Anticosti à tous les jours. Les gens de l'île prennent ça comment? On n'en parle pas toujours en bien, hein? Non, c'est sûr. Ben, je veux dire, je pense que les gens de l'île sont assez contents de tout ça. De savoir que le restant de la province sait qu'on existe et que on se bat pour certaines choses. Là, comme on dit, vous êtes très présent dans les médias pour différentes raisons. Premièrement, là, il y a eu une marche de 115 km par une dizaine de marcheurs dans les dernières semaines. Quelles sont les répercussions de cet événement-là ou de cet exercice-là? Ben, c'est quelque chose qui n'était pas à l'initiative de la municipalité. Par contre, c'est quelque chose que nous, on a participé avec. C'était Nature Québec qui a organisé cette marche-là. Puis pour eux, c'était une façon de sensibiliser les gens aux beautés de l'île puis à sa protection. Bon, nous, on a travaillé avec Nature Québec. On a fait un 5 à 7 quand ils ont rentré pour les accueillir. Puis on va continuer à collaborer avec eux parce que à la fin, on a fait une espèce de debriefing là, de leur marche, puis comment eux ils voyaient ça. On voulait pas les influencer, les gens de la marche. On voulait qu'ils fassent leur propre idée sur l'île.
Puis là, il va sortir de ça une espèce d'exposition de photographie, etc., qui va être itinérant, qui va commencer ici à Port-Meunier, mais qui va sûrement aller à cette île, puis des conférences sur l'île faites par Nature Québec. Puis c'est quelque chose qu'eux, ils veulent répéter à chaque année. Fait que ça attire du monde à l'île, ça fait des touristes de plus, puis ça fait rouler l'économie un petit brin plus. C'est ça, parce qu'on a appris en plus qu'il y avait plus de touristes qui se sont déplacés de ce côté-là, donc j'imagine, vous, de votre côté, là, on est content de voir qu'on fait la manchette pour d'autres raisons que de l'exploration et de l'exploitation pétrolière? Ben absolument, puis je veux dire, qu'est-ce qui était assez spécial cette année, c'est qu'on a eu une augmentation du tourisme, qui se voyait, c'était pas un touriste traditionnel qui vient à l'île, qui book un forfait chez un de nos pourvoyeurs. C'était surtout des gens qui ont venu, qui ont resté dans le village, qui voulaient savoir comment on vivait ici, c'était quoi les enjeux, ils s'intéressaient vraiment beaucoup plus à nous, puis on l'a vu au niveau de juste des voiliers qui ont arrêté ici, des gens qui sont servis du camping municipal. On est loin d'être à notre potentiel là-dessus, là, mais ça fait du bien. Est-ce qu'il y a toujours des travaux du côté de l'île d'Anticosti effectués par Pétrolia? Malheureusement, oui. Ils ont décidé de faire 2 pattes de forage cette année, une en septembre et une en octobre. Nous, on a fait un communiqué de presse là-dessus, on s'objecte à ça. On trouve que, je veux dire, dans le contexte où il y a pratiquement plus d'acceptabilité sociale ici à Port-Meunier pour ce projet-là, et dans la Mangani, l'ensemble de la Mangani, tu sais, le fait que les Premières Nations, les Inuits, ont demandé une injonction qui va être entendue dans le mois de février. Puis aussi, tu sais, on rentre dans le gros boom là, des gens qui sont à l'île, les chasseurs. Ouais. Puis c'est sûr que les chasseurs, ça les intéresse pas d'avoir de l'équipement lourd qui passe, tu sais, pendant qu'ils chassent, des camions, etc., etc. Puis même à cet effet, l'année passée, il y a eu, tu sais, juste des forages miniers, là. Puis le CEPAC était obligé de rembourser des clients. Okay. Fait que, tu sais, on trouve ça vraiment plate. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que vous croyez que la réputation de l'île d'Anticosti, principalement pour les chasseurs, les pourvoiries, pourrait être entachée par les travaux effectués là, depuis l'an dernier? Oui. Oui, puis je veux dire, on est très, très, très concernés par ça, parce que déjà, les 2 dernières années, la chasse était difficile à l'île, à cause des hivers très rigoureux. Puis, mais il y a eu une baisse au niveau de la clientèle. C'est sûr, tu sais, ça arrive même sans l'exploration pétrolière, quand il y a des 2 mauvaises années de chasse, mais les gens disent, on va attendre une année ou 2 avant d'y retourner. Fait que déjà, il y avait beaucoup de baisse, puis pour avoir parlé avec des pourvoyeurs, je te jure, il n'y avait pas besoin de ça cette année. Du côté, on parlait qu'il y a toujours des travaux là, qui vont s'effectuer du côté d'Anticosti par la compagnie Pétrolia. J'imagine, vous avez été élu comme étant anti-exploitation et exploration de pétrolière sur Anticosti. Vos relations avec la compagnie Pétrolia, on sait qu'ils ont le porte-parole qui était aussi directeur général là, qui a quitté ses fonctions. Comment vos relations se font présentement avec la compagnie? Nous, on n'a aucune relation avec la compagnie. Okay. C'est aussi simple que ça. La compagnie nous a envoyé une lettre en disant qu'ils désiraient nous rencontrer pour parler des travaux qu'il y avait cet automne. Moi, j'en ai parlé avec mon conseil, puis on a réécrit à Pétrolia en disant des choses que je viens de vous dire, là, essentiellement que... Puis en plus, on a toujours maintenu, mon administration a toujours maintenu que ce dossier-là était un dossier régional, puis qu'elle se traitait à travers les MRC. Fait que Pétrolia a contacté les MRC, le préfet, M. Luc Noël, puis Luc m'a appelé. Bon, on a accepté d'avoir un appel conférence avec Pétrolia sur leurs travaux. L'appel a duré 30 secondes, la ligne a coupé.
On a attendu comme des codingues pendant 30 minutes, puis ils ont jamais rappelé. Fait que c'est ça les communications avec Petrolia. Monsieur Pinault, quel est votre meilleur espoir de votre côté de voir cesser ces activités? Est-ce que c'est l'injonction des communautés Innu? Est-ce que c'est là présentement du côté peut-être politique avec les débats là, du côté du PQ, du prochain chef du PQ, on entend beaucoup parler d'Anticosti, ou la chargée de projet qui a été engagée du côté d'Anticosti pour faire reconnaître Anticosti comme patrimoine de l'UNESCO? Ben, je pense que c'est un peu les trois. Okay. C'est sûr que on a une excellente relation avec les Inuits. Je suis absolument fier de les avoir comme partenaires là-dedans. Puis tu sais que eux qui voient les choses de la même manière que nous, puis la protection de l'île, puis je dois dire que aussi les Inuits, ils sont pas juste là pour l'injonction, mais ils sont d'accord avec nous autres que l'île devient patrimoine mondial à l'UNESCO. C'est un gros pas, là, tu sais. Fait que j'espère que l'injonction va marcher. Moi, il n'y a rien que j'aimerais de plus qu'on pourrait avoir un dialogue avec le gouvernement là-dessus, parce que ultimement, c'est le gouvernement qui permet le forage ou non. Jusqu'à date, il n'y en a pas. Bon, moi, je pense que pour ce gouvernement-là, pour avoir été à Montréal dernièrement, avec d'autres maires pour dénoncer la loi 106, il va falloir que le gouvernement écoute le peuple un petit brin. Parce que ça va être une suite politique pour eux. Tu sais, puis je dois vous dire que, admettons que l'injonction ne fonctionnera pas, et printemps prochain, Hydrocarbures Anticosti ou Petrolia arrive au port ici avec de l'équipement pour faire de la fracturation. Ça va être lettre. Ben, d'après ce qu'on comprend, Anticosti, c'est carrément une patate chaude, là, tant pour le gouvernement que pour l'opposition péquiste qui a voté ou qui a signé ce contrat-là. Actuellement, il y a 4 candidats à chefferie, sont plus pour le contrat qui a été signé par Mme Marois. Pour revenir sur le patrimoine mondial, M. Pinault, est-ce qu'on y croit du côté d'Anticosti? C'est une possibilité réelle de devenir patrimoine mondial? Absolument. Je veux dire, puis ça, je l'ai répété à d'autres intervenants, tu sais, même s'il n'y avait pas eu la question du pétrole du tout, là, on aurait posé la candidature pareil. Parce qu'on croit, tu sais, souvent, on entend parler de l'île Anticosti comme les Galapagos du Nord, un joyau dans le Golfe, etc., etc. C'est pas pour rien. Tu sais, quand on regarde, en fin de compte, la géologie de l'île, mais elle ressemble pas à la Côte-Nord, elle ressemble pas à la Gaspésie. C'est quelque chose de vraiment unique. Tu sais, l'île émerge des flots il y a environ 450 millions d'années. On a des fossiles ici qui sont tout à fait particuliers. On retrouve nulle part ailleurs. Puis aussi, c'est une époque où sur la Terre, il y a eu une grande extinction de la vie. Puis c'est un parmi d'autres, là. Mais celui-là, les chercheurs comprennent pas pourquoi. Puis chaque été, ici, on a des géologues qui arrivent de partout dans le monde parce que Anticosti, c'est la meilleure place au monde pour étudier ce phénomène-là. Il y a ça, tu sais, il y a toute l'époque Meunier, le 100 ans d'îles privées, là, ici, tu sais, qui a façonné qui on est, puis, tu sais, qui a façonné même l'île avec toutes les serres de Virginie qui étaient apportées ici, puis qui ont devenu qui sont aujourd'hui, tu sais. Fait que, tu sais, à la fois d'une façon géologique, d'une façon historique, d'une façon sociologique, l'île est vraiment unique. Puis, d'ailleurs, on a regardé les critères pour, disons, se classer sur la liste là, indicatif, puis il y en a 10. Puis, en regardant juste vite, là, on se qualifiait pour au moins 6. Quand le gouvernement demande que tu te qualifies pour 1. Fait que, on y croit. Puis, on pense vraiment que le développement de l'île va passer par là. C'est l'écotourisme, c'est la chasse, c'est la pêche.
Puis on va continuer à pousser dans ce sens-là. On comprend bien que c'est le tourisme qui est au cœur de l'avenir sur Anticosti pour vous. Par contre, on voyait cette semaine là des grosses barges de bois. Il y a quand même une industrie forestière. Vous nous dites que l'industrie pétrolière serait pas compatible avec le tourisme de l'île, mais le bois, ça cohabite assez bien, quoi. On s'est bien entendu avec les compagnies forestières. Ça pourrait cohabiter très bien, parce qu'il faut comprendre que, contrairement ailleurs dans la province, où est-ce que des compagnies ont, admettons, des droits de coupe, là, qu'est-ce qu'on appelait anciennement des CAF, là. Mais à l'île, ça n'existe pas. La seule raison qu'on permet la coupe de bois sur l'île, c'est en fonction d'un plan d'aménagement phonique pour le cerf. Puis ça, dernièrement, à l'initiative de la municipalité, on a formé ce qu'on appelle le table chevreuil, avec tous les pourvoyeurs de l'île et la municipalité. On s'assoit, justement, pour faire la promotion de la chasse-pêche, pour parler des problèmes qui affrontent l'industrie, puis comment la municipalité peut aider là-dedans. Puis, je veux dire, la coupe de bois en fait partie, tu sais. Puis, de plus en plus, mais les gens de la municipalité, de les pourvoiries, s'assoient avec les gens de Terre-et-Forêt. On a une réunion dans la 3e semaine de septembre pour regarder justement comment le coupe peut se faire d'une façon vraiment écologique. Puis les délais aussi, les temps, hein, faut pas que le transport puis la coupe se fasse en même temps que la chasse non plus. Ben, c'est ça, tu sais, fait que, normalement, la coupe se termine le 15 septembre, là. Tout est fini, là. Fait que, tu sais, c'est quand même pas si pire, là, tu sais. Monsieur Pinault, désolé, c'est tout le temps qu'on a pour ce midi, mais j'ai l'impression qu'on aura l'occasion de se reparler à plusieurs reprises au cours de la saison. Je l'espère. Merci beaucoup, Monsieur John Pinault, qui est maire d'Anticosti. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Et dans quelques instants, on s'entretient avec le président et directeur général de la compagnie Tuglik Energy, qui a un gros projet qui viendrait créer une synergie entre la Gaspésie et la Côte-Nord. Attitude. Cap sur Puerto Plata, samedi le 10 septembre. Le Club Voyage Côte-Nord, en collaboration avec Vacances Sunwing et les Galeries Montagnaises, vous invite à une séance d'information destination Puerto Plata. Venez découvrir ou redécouvrir tout ce qu'il y a à savoir sur les hôtels, les activités et les excursions. Plusieurs prix de présence sur place. Première représentation dès 13h et une deuxième représentation à 14h30. C'est un rendez-vous pour notre capsule voyage samedi le 10 septembre avec le Club Voyage Côte-Nord dans le mail des Galeries Montagnaises. Cet automne, le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier vous propose une superbe saison sur la scène ArcelorMittal avec, en chanson, le rocker Rémi Chassé, un doublé formé des talentueux Éric Charland et Gabriella, les deux frères, Bears of Legend et les Sœurs Boulay. Place au théâtre avec, voyons donc Germaine et Napoléon Voyage, 100% garanti par le graffiti. Vous voulez de l'humour? Vous en aurez avec Olivier Martineau, Fabien Cloutier, Stéphane Fallu et Dominique Paquet, rien que une gosse. Et pour la musique, Roman Zavada, cinéma muet, piano parlant et 2 représentations des jeunesses musicales, dont l'opéra La Traviata. Devenez mordu du graffiti. Sans oublier le volet cinégraphe, avec la présentation de 8 films, dont Les 3 petits cochons 2, La haute société de Woody Allen, Nitro Rush et le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde. Ça bouge au Café-Théâtre Graffiti cet automne. Billetterie au 766-0101. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94. Eh bien, on parle de desserte maritime de la Côte-Nord pour le gaz naturel liquéfié. Le projet de Tuglik Energy progresse. On en parle avec le président et directeur général de la compagnie, Monsieur Laurent Bassiello. Bonjour. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Le projet a franchi une nouvelle étape là avec le dépôt d'une demande de permis à l'Office national de l'énergie. Pour rappeler de quoi on parle, là, c'est un projet qui viendrait quand même créer une belle synergie entre la Gaspésie et la Côte-Nord, hein? Tout à fait. C'est un projet que nous avons démarré il y a maintenant quelques années qui vise à amener du gaz naturel disponible en Gaspésie sur les puits de Bourg
à côté de Murdochville, et de transporter ce gaz de façon liquide. C'est la seule façon pour transporter le gaz sur des longues distances, et de le transporter sur la côte nord, là où il peut être utilisé par l'industrie minière pour à la fois gagner en compétitivité, baisser leurs coûts, et puis avoir une énergie qui va être moins polluante. Donc, on pense au transport maritime. C'est un des gros avantages de votre projet, parce qu'à un moment donné, on parlait avec Gaz Métro, entre autres, là, d'un tuyau entre Jonquière à Saguenay jusqu'à Sept-Îles éventuellement. Vous avez l'appui de la coalition Plein Gaz au Nord. En tout cas, on regarde votre projet là comme une belle possibilité. Tout à fait. Je pense que la coalition Plein Gaz au Nord a étudié les différents projets qui permettaient d'amener du gaz naturel, d'acheminer du gaz naturel sur la côte nord. Et je pense que leurs analyses ont conclu que le projet Toglik est celui qui avait très certainement la meilleure valeur ajoutée pour la côte nord, ou qui correspondait le mieux aux ambitions et aux besoins de la côte nord. Et on parle d'un projet quand même 100% québécois. Petrolia est votre partenaire. Quand on parle du puits Bourque, là, c'est près de Murdochville, donc on aurait le transport qui transiterait vers Gaspé puis s'en viendrait probablement vers Port-Cartier ou vers les clients de la Côte-Nord. Exactement. On parle d'une desserte directe de tous les clients de la Côte-Nord à partir de petits bateaux qui traverseront le golfe du Saint-Laurent pour aller de Gaspé, de la baie de Gaspé, vers Sept-Îles, Port-Cartier. On pourrait très bien aller à Havre, Saint-Pierre, comme on pourrait aller aussi à Baie-Déception. Et là, le nouveau, c'est une demande de permis à l'Office national de l'énergie. C'est un petit peu une formalité administrative. En fait, on en est où dans votre projet? C'est le financement qui va être le nerf de la guerre, M. Abbassiello? Il y a beaucoup de choses. En fait, il y a plusieurs points qui sont le nerf de la guerre. J'en vois au moins 2 ou 3. Le premier nerf de la guerre, c'est le premier domino, celui qui fait tomber beaucoup de choses, c'est la confirmation de la ressource. C'est un travail qui a déjà débuté, qui est en cours en ce moment, avec le forage de 2 puits en Gaspésie, qui vont permettre en fait de confirmer la ressource de gaz. Donc ça, on devrait le savoir au début de 2017, hein? Fin de cette année, donc fin 2016, début 2017, tout à fait. Donc ça, c'est le premier domino, c'est celui qui fait tomber tout le reste. Ensuite, effectivement, il va y avoir la confirmation que les clients sont au rendez-vous, autant sur la côte nord qu'à l'export. Donc on sait que pour qu'un projet comme le nôtre puisse aller de l'avant, ça lui prend une source de gaz, ça lui prend des clients qui sont prêts à acheter le gaz. Et ensuite, le financement, c'est la dernière partie. C'est une partie qui est paradoxalement pratiquement plus facile à boucler une fois que les 2 premières pièces du puzzle sont en place. Donc une fois que la ressource est confirmée, une fois que les clients sont là, la partie de construction, la partie de financement, c'est une partie qui nous ne nous pose pas de soucis particuliers. La ressource jusqu'à maintenant, on a quand même des indicateurs. On est confiant, hein, si on met beaucoup d'énergie du côté de votre compagnie, du côté de Toglik, là, dans ce projet-là, c'est parce qu'on pense que la ressource va être au rendez-vous à cette étape-ci, là. On a fait plusieurs études. On a regardé les résultats de Petrolia, on les a fait confirmer par nos experts. Donc on a aujourd'hui, nous, de très bonnes lectures. Aujourd'hui, on a une grande confiance dans la probabilité de confirmer les ressources de gaz naturel initialement en place par les premiers forages qui ont été faits par Petrolia. Dans votre communiqué cette semaine, on dit quand même qu'en clair, là, c'est de confirmer des commandes de la part de clients. Moi, je pense à Arcelor, là, puisqu'il y a un projet pilote pour regarder si on peut faire fonctionner l'usine là, de bouletage à Port-Cartier avec du gaz naturel ou du biocarburant. J'imagine qu'on discute avec ces gros clients potentiels sur la Côte-Nord. On discute avec tous les clients sur la Côte-Nord, tous les clients potentiels sur la Côte-Nord et dans le Grand Nord. On regarde aussi au-delà, au Canada, dans d'autres provinces, les clients qui pourraient être des clients similaires et qui pourraient avoir le même type de besoin. Donc on regarde de façon très très large tous les clients québécois et canadiens qui pourraient avoir des besoins en gaz naturel. Et ensuite on regarde des clients aussi qui sont à l'étranger, que ce soit proche ou un petit peu plus lointain, et qui ont aussi des besoins de gaz naturel liquide. D'ailleurs, ça en prend beaucoup des clients, ça va prendre un bon plan d'affaires. Vous visez quoi, là, démarrer tout ça si la ressource est au rendez-vous vers 2019, quand même, ça vient rapidement? On parle de fin 2019-2020, effectivement, ça vient rapidement. Mais aujourd'hui, les principales pièces sont en place, donc on parle aujourd'hui des travaux qui sont en cours de confirmation de la ressource. Nous, de notre côté, on travaille très activement sur la partie client, et aujourd'hui, les choses avancent de ce côté-là. Donc, une fois encore, lorsque la ressource sera confirmée, nous, on pense que le projet va avancer très, très vite à partir de ce moment-là et va aller de l'avant très, très rapidement. Parce que tous les défis technologiques, là, les complications qu'il pourrait y avoir, tout ça, c'est réglé, là. On a inventé l'ingénierie qu'il fallait pour que ça fonctionne, votre affaire, là. Aujourd'hui, l'ingénierie, les différents composants d'ingénierie qu'on utilise à l'intérieur de notre projet existent. Donc nous, on est allé chercher les bonnes pièces technologiques là où elles étaient pour ensuite les regrouper à l'intérieur de notre projet. Donc il y a toujours des défis d'ingénierie, mais les défis d'ingénierie sont maîtrisés parce qu'on
n'est pas à faire de la recherche et développement puis à inventer quelque chose de nouveau. On est à récupérer les éléments les plus efficaces et à les mettre ensemble dans un projet pour en faire un projet attractif à la fois pour le producteur, pour nous et pour les clients. C'est votre expertise, hein, chez Toglic. J'ai vu, là, entre autres, un reportage à un moment donné sur ce que vous avez fait dans le Grand Nord. Là, on est capable d'organiser ensemble différentes sources énergétiques. C'est votre spécialité même. Je pense qu'on peut dire que c'est notre spécialité que d'aller chercher les bons composantes par rapport à un projet et ensuite de les amener ensemble pour les faire fonctionner. Vous parlez du projet de la mine Raglan, qui est effectivement un très très beau projet, puis un beau succès d'intégration de différentes technologies. On parle d'énergie éolienne avec une éolienne Enercon et on parle ensuite de 3 technologies de stockage. On fait fonctionner ensemble des batteries, un volant d'inertie et de l'hydrogène pour pouvoir stocker et puis avoir une onde qui est mise sur le réseau de la mine Raglan qui est la plus nette possible. Et aujourd'hui, je pense qu'on a de très très bons résultats. Maintenant, on sait que pour nous autres sur la Côte-Nord, on est sur le bord du fleuve. C'est d'autres solutions qu'on regarde. Celle que vous nous proposez, vous pensez que c'est la meilleure pour la grande industrie de la Côte-Nord? Je pense que c'est la meilleure à court terme. Toutes les études montrent qu'aujourd'hui, si on veut réduire notre empreinte écologique, si on veut améliorer notre bilan en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et si on veut devenir plus propre, le gaz naturel est une énergie de transition. Donc, tous les moyens, en ce qui concerne Toglic, tous les moyens sont bons pour améliorer la performance énergétique du Québec. Et le gaz naturel est très certainement la solution qu'il faut aujourd'hui pour être capable à une grande échelle de pouvoir s'affranchir du diesel et puis des huiles lourdes. Plus tard, il y aura très certainement d'autres solutions, mais à très court terme, on est convaincu que c'est le gaz naturel. En terminant, M. Abbassiello, là, on est dans une étape souvent qui coûte cher en recherche et développement, mais qui rapporte pas encore. Est-ce que vous avez besoin du gouvernement, de l'aide de l'État? Là, je sais que le gouvernement du Québec a quand même donné un petit coup de main là, pour ce que fait Petrolia pour vérifier la ressource dans les 2 puits dont on a parlé, mais pour Toglic, vous demandez pas de subvention, là? Aujourd'hui, nous, on n'a pas demandé de subvention pour ce projet-là. Aujourd'hui, Toglic développe ce projet-là à même ses capitaux et aujourd'hui, on ne demande pas de subvention particulière pour ces projets-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des besoins en termes de support gouvernemental. On a beaucoup parlé du support à l'industrie minière, par exemple, pour être capable de faire la conversion de leurs installations au gaz naturel et être capable d'utiliser le gaz naturel dans leurs installations. Ça, c'est des conversions qui coûtent cher. On sait que l'industrie minière aujourd'hui n'est pas forcément au meilleur de sa forme. On sait que le prix des minéraux sont très bas. Donc, toute l'aide qu'elle va pouvoir avoir pour faire la conversion va permettre d'arriver plus rapidement au résultat. Ça veut dire de déplacer le diesel et les huiles lourdes et de les remplacer par des énergies qui sont moins polluantes. Et en dehors de la crise... On a la même problématique avec les énergies vertes où aujourd'hui, le prix du diesel fait en sorte que la compétitivité des énergies renouvelables est moins bonne et si on veut se départir du diesel, on a quand même besoin du support du gouvernement pour la mise en place de ces nouvelles énergies. Oui, puis on sait que la crise est cyclique, hein? C'est une industrie qui est cyclique, le minerai, le fer, entre autres, puis tout le monde souhaite qu'on quitte le diesel à un moment donné. Là, le mazout lourd qu'on utilise, c'est très polluant. Tout à fait. Ben, Monsieur Laurent Abbassiello, je rappelle que vous êtes président et directeur général de Toglic Énergie. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous ce midi. Merci à vous. Côte-Nord. Attitude. C'est le temps de passer à autre chose. Le temps de passer d'une connexion lente à un Internet ultra rapide. C'est à mon tour d'avoir la télécommande à avec TiVo, je peux enregistrer jusqu'à 6 émissions HD en même temps. Le temps de passer j'ai jamais voulu ça, ces chaînes-là. Je vais prendre celle-là. Oh, et pourquoi pas celle-là? Passez à l'Internet Ultra Fibre 40, au forfait télé Mon Mix 20 et à l'enregistreur TiVo. Le tout pour seulement 65$ par mois pendant 6 mois. Des conditions s'appliquent. Passez à Cogeco. Passez en mode épatant. T'aimerais faire la différence au sein d'une organisation en constante évolution? T'aimes relever de nouveaux défis? Le groupe Nordique est à la recherche de gens engagés, dynamiques et d'expérience pour différentes opportunités de carrière dans les départements des projets, personnel de bureau, finances et les opérations. La direction du groupe Nordique t'invite à les rencontrer aujourd'hui de 14h à 19h à la salle de conférence du Toit Moi et Café au 685 Boulevard L'Or. Apporte ton curriculum vitae et viens nous rencontrer. Qui sait, c'est peut-être l'occasion que tu attendais pour enfin trouver l'emploi rêvé. Pure FM 94 1. Une station Attraction Radio. Côte-Nord. Attitude.
Pur FM 94. On va parler de la prochaine saison de hockey qui va s'amorcer bientôt du côté des joueurs élites, du côté des entraîneurs également, puisqu'il y a un gars de Sept-Îles qui s'appelle Johan Blaney qui va agir comme entraîneur adjoint d'une équipe Bantam 3A au séminaire Saint-François à Québec. Johan est avec nous, bonjour. Bonjour, bon matin. Johan, on va expliquer un peu les circonstances là qui fait que tu deviens entraîneur adjoint du Bantam 3A. C'est quand même du hockey de haut calibre. Tu vas en voir du bon hockey au cours de la prochaine saison, là. Ah, c'est sûr. C'est vraiment du gros calibre. J'ai la chance de voir la Ligue un peu haute élite du Québec. Là. C'est toute une organisation, d'ailleurs, le séminaire Saint-François, là, c'est pas mal le plus gros sport-études à Québec et dans l'Est du Québec au niveau du hockey. Il y a du Bantam 3A majeur, c'est l'équipe que tu vas suivre. Il y a aussi du Bantam 3A relève. Il y a du Midget 3A également. Le hockey est à l'honneur dans cette école-là. Là. Ouais, c'est un sport-études au niveau plus secondaire. Ça part du Pee-Wee 3A jusqu'à au Midget 3A. C'est une structure un peu plus structure hockey intégrée dans l'école, si je peux dire. En fait, c'est la nouvelle Ligue élite québécoise là que tu vas suivre dans le Bantam 3A, c'est ça? Ouais, exactement. Dis-moi donc, Johan, qu'est-ce qui fait que tu deviens entraîneur adjoint comme ça, là, à un bon niveau comme ça? Toi, tu es étudiant à l'Université Laval actuellement. Exactement. Je termine mon bac en éducation physique cette année. Au début de l'été, j'ai eu la chance d'être entraîneur dans une ligue de perfectionnement à Québec. J'avais 2 équipes avec un homme, Renaud Blais. Dans le fond, j'ai eu la chance de le connaître un peu à travers cette ligue de perfectionnement-là. Si lui, il avait déjà eu des expériences un peu dans le junior majeur avec les Titans de l'Acadie Batters. Au moment où il s'est fait demander pour avoir l'équipe Bantam 3A au séminaire Saint-François, à partir de ce moment-là, il devait créer son équipe, un peu, si je peux dire, son équipe d'entraîneurs pour la prochaine saison. Et là, on sait que les jeunes de Sept-Îles qui jouent à ce niveau-là, là, ça se passe à Bécomo. Il y a des nouvelles équipes, les Nord-Côtiers. Le Midget 3A, c'est les élites de Jonquière. Toi, tu es dans l'organisation de Québec. Tu vas jouer à l'occasion. Tu vas coacher une équipe qui joue à l'occasion contre du monde de chez vous, là? Je crois pas qu'il y a des équipes dans le Bantam 3A pour la Côte-Nord. Je crois plus que c'est du Bantam 2A dans ce cas-là. Mais je sais qu'on joue contre une équipe de l'Océanique du Bas-Saint-Laurent ou quoi. Je crois qu'on retrouve 2 ou 3 joueurs de la Côte-Nord. Et c'est quand même une belle opportunité hein, qui a été créée. T'as pas nécessairement... Moi, je t'ai vu évoluer quand tu étais plus jeune au soccer puis dans d'autres sports également. Je pensais que ça prenait comme une formation, un certain niveau là qui vient de la fédération sportive. Les cours, tu vas les suivre en même temps que ton coaching, là. C'est sûr que quand j'étais plus jeune, au sein de l'association qui est du Nord de Sept-Îles, j'ai évolué dans des catégories double lettre un peu. J'ai arbitré pendant 6 ans aussi. Mais pour avoir le droit d'être sur un banc, je peux dire... à un niveau aussi élevé, je dois faire des formations cette année. La Ligue permet un délai en début de saison justement pour terminer les formations avec d'entamer la saison. Et là, on est encore à l'étape des matchs préliminaires. On est en train de finaliser l'équipe, quoi. T'es dans les meetings avec l'équipe d'entraîneurs pour évaluer les joueurs. On est à cette étape-là. Là. On est un peu plus avancé. L'équipe est maintenant fermée. Notre équipe est faite au complet. Il fallait s'entendre parce qu'au séminaire Saint-François, il y a 2 équipes Bantam 3, qu'on a un très grand bassin de joueurs. On devait s'entendre un peu avec l'autre équipe d'entraîneurs pour savoir quel joueur allait former les 2 équipes. Et ensuite, on a effectué un repêchage. Notre équipe est maintenant prête pour entamer la saison. OK. Et puis, vous avez une bonne équipe? Vous pensez connaître une bonne saison de hockey au cours de l'année? C'est sûr que c'est l'apprentissage, le but premier, hein? C'est que les jeunes progressent en cours de saison. Le développement dans une ligue élite comme ça, je peux dire, c'est vraiment le développement de chaque joueur. L'objectif, c'est pas nécessairement un objectif d'équipe, c'est que le plus de joueurs réussissent l'année suivante à jouer Midget Espoir et ensuite Midget 3. Et toi, ton rôle dans l'équipe d'entraîneurs, comme entraîneur adjoint, tu as un rôle spécifique. Tu travailles sur la motivation des jeunes, l'aspect psychologique aussi. Hein? Il y a pas juste quand les jeunes sont sur la glace, les entraînements puis les matchs, il y a toute l'entrepartie aussi. Hein? C'est sûr que ma formation en éducateur physique m'aide un peu aussi. C'est moi qui s'occupe de l'activation d'avant-match avec les joueurs. Je suis responsable aussi lors des parties, ce qui est système de mise en jeu. Je crois que j'ai un peu le beau rôle dans l'équipe. En étant l'entraîneur le plus jeune, je suis un peu celui qui est le plus près des joueurs, faire en sorte que le groupe soit uni en répondant aux attentes un peu de
de chaque joueur. Toi, t'es finissant à l'Université Laval, t'étudies en éducation physique, ça te donne 23-24 ans, puis les joueurs ont quoi, 15-16 ans? Oui, les joueurs ont 14 ans, c'est tous les meilleurs joueurs de la région de Québec de 14 ans. Et dans notre équipe, on a 3 joueurs considérés exceptionnels qui ont 13 ans. Oh, quand même. Et toi, t'as joué au hockey quand même, je pense que t'as quitté Sept-Îles pour tes études collégiales ou t'as fait un bout au cégep de Sept-Îles avant de t'en aller vers Québec, autour de 2012 que t'as quitté notre belle région, là. Ouais, j'ai terminé mon deck au cégep avant de venir à l'université là-bas. Donc, t'as joué, avec les Basques, au niveau 2 lettres, t'as pratiqué plein d'autres sports aussi à Sept-Îles, là, mais au hockey, t'avais quand même une bonne expérience comme joueur. Comme entraîneur, ça va être vraiment ta première expérience? J'ai eu la chance d'être entraîneur dans d'autres sports aussi, mais pour ma première expérience, c'était vraiment la Ligue de perfectionnement que j'ai fait en début d'été, puis c'est un peu là que je me suis fait les contacts, avoir la chance d'être entraîneur adjoint au niveau Bantam 3. Puis en même temps, l'Université Laval, en éducation physique, il y a quand même le rouge et or, il y a beaucoup de sports dans ton département, là. T'es entouré de sportifs, hein? C'est un peu ça, ta réalité depuis 2 ans déjà, hein? Ouais, vraiment. Je crois que, en même temps, l'enseignement, le coaching, sans que ce soit nécessairement la même chose, il y a quand même certaines similitudes des deux côtés, hein, par rapport à la pédagogie de l'enseignement ou tout simplement le développement d'habileté chez certains joueurs. C'est sûr que ton cours, en principe, on est en train de former un prof d'édu, là, de faire un prof d'édu avec toi, mais une carrière comme entraîneur, ça peut être très intéressant aussi, non? C'est sûr que l'objectif, je vais me concentrer sur mon bac, là, mais en même temps, je connais la réalité un peu de l'enseignement. C'est pas toujours facile d'avoir un contrat rapidement, donc je garde les yeux ouverts sur le coaching aussi, c'est sûr et certain. Ben oui, puis la possibilité dans le sport de revenir dans ta région, c'est toujours quelque chose qu'on regarde aussi là après les études. C'est ta dernière année, t'es finissant. Après ça va être le marché du travail, hein? Ouais, c'est sûr que je ferme pas la porte à revenir en région, mais en même temps, je crois que c'est en étant à Québec que j'ai réussi à avoir des opportunités comme ça, je peux dire. Johan, quand on est rendu au niveau Bantam Elite 3A majeur, là, les jeunes, souvent, eux, ils en ont beaucoup de l'espoir. Là. Il y en a peut-être des jeunes, mais aussi souvent des parents qui se voient dans la Ligue nationale. Des fois, c'est le genre de choses qui sont difficiles à gérer pour une équipe d'entraîneurs. Tu sais ça, les égos peuvent devenir gros en cours de saison. Là. Quelqu'un qui marque 10-12 buts rapidement en début de saison va peut-être se voir avec le Canadien dans quelques années. Ça devient... faut gérer ces caractères-là aussi, hein? Ah, c'est sûr, mais je pense que c'est la réalité du hockey un peu partout au Québec aussi en même temps. Là. On a l'impression des parents, mais aussi de la structure hockey du Cinéma Saint-François. Mais je crois que le but, honnêtement, ce n'est pas de remporter tous les championnats, c'est tout simplement que chaque joueur devienne meilleur à la fin de l'année. Puis en même temps, c'est des jeunes qui doivent aussi rester réalistes. Hein? Il faut garder aussi ses cours. Faut le succès, la réussite scolaire, c'est important aussi dans toutes les matières pour ces jeunes-là. Vous avez toute une organisation qui pense à tout ça puis qui les aide. Alors, comme on dit souvent aux joueurs, ils sont des élèves avant d'être des athlètes aussi. Je crois que l'important, c'est vraiment l'école puis le hockey secondaire, mais rendu à un certain niveau, on peut pas fermer les yeux sur le midget 3 qui est tout près. Johan Blaney, maintenant entraîneur adjoint avec l'équipe Bantam 3A majeur, donc à Québec, le séminaire Saint-François. On va te souhaiter une bonne saison de hockey, une bonne année scolaire également. Un gros merci pour l'entrevue aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Ben voilà, Tommy, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude. Première semaine de fête. Ouais, pas mal de contenu. Hein? Je pense qu'on respecte la règle de l'an dernier. 3-4 entrevues d'actualité par jour. Aujourd'hui, on recevait entre autres le maire d'Anticosti qui nous a appris plein de choses et monsieur André Richard d'Évaluation immobilière Richard pour parler du marché immobilier. On prend congé le vendredi. Il n'y aura pas d'émission Côte-Nord Attitude. Moi-même, je serai là comme animateur. Peut-être s'il se passe des choses qu'on pourra en parler également. Et on vous propose une après-midi tout en musique. Toi, Tommy, tu seras de retour avec nous. Tes jours, c'est mardi et jeudi. Exactement. Et Valérie Dionne sera avec nous lundi. Je vous rappelle qu'on a la visite du maire Denis Coderre, le maire de Montréal, qui est à Sept-Îles dimanche soir. Lundi, il donne une conférence. Il doit rester des billets, je sais pas trop, à vérifier avec la Chambre de commerce de Sept-Îles. Il est là pour un dîner-conférence. Moi, je vais être là. Il est surtout l'invité des jeunes, monsieur le maire Coderre. C'est une activité du regroupement des jeunes chambres du commerce du Québec. Et il sera avec nous à Côte-Nord Attitude lundi midi. Au revoir tout le monde.